vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Jouez-vous à des jeux gratuits sur votre téléphone et les montrez-vous à vos jeunes enfants et vos petits-enfants? Ces jeux, souvent gratuits, très ludiques, présentent certains problèmes pour les plus jeunes. Ils développent une dépendance au numérique et à ses gratifications faciles. Ces jeux mobiles initieraient aussi les jeunes enfants aux jeux de hasard et d'argent, selon un rapport de la chaire de recherche du Canada sur le jeu, les technologies et la société. Ces passe-temps les exposent aussi à de la publicité continuelle, dont certaines annonces non appropriées pour des jeunes participants, sans compter que les données personnelles des jeunes joueurs ne seraient pas toujours protégées adéquatement. Dernière inquiétude, la cyberintimidation qui serait en hausse auprès des jeunes, particulièrement des moins de 13 ans. Donc, faut-il laisser nos cellulaires et autres tablettes dans les mains des très jeunes enfants? Nous en parlons tout de suite. Restez là. Je vote pour la science aujourd'hui. Les petits jeux utilisés par les enfants pour passer le temps, se divertir sur nos téléphones nous interpellent. Ils ne seraient pas toujours aussi inoffensifs et ludiques qu'ils en ont l'air. Pour en parler, je suis en compagnie de Maude Bonenfant, titulaire de la chaire de recherche du Canada en jeux, technologie et société et professeure titulaire au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie d'Amina Yagoubi, qui est chercheuse en sociologie chez Aki Conseil et chargée d'encadrement à la TELUC. Bonjour. Bonjour. Jouer aux jeux vidéo et à tous les petits jeux sur le téléphone, c'est quelque chose de très plaisant pour les enfants et également pour les adultes. Pourtant, les rapports se multiplient pour avertir que ces petits jeux gratuits peuvent nuire à une bonne santé psychologique et physique des enfants, particulièrement des très jeunes. Ils seraient d'ailleurs de plus en plus nombreux à jouer, aussi jeunes que 2 ans. Près de 39% des petits Canadiens de 2 à 6 ans utiliseraient un téléphone pour jouer et explorer le web. Et un jeune sur 2 aurait son propre téléphone dès 7 ans. Madame Yagoubi, je vais commencer avec vous. Que font exactement les enfants aussi jeunes sur les appareils mobiles? Alors, j'ai fait une étude, une recherche action avec le printemps numérique sur la fracture numérique. Donc, c'est une recherche qui a été appuyée par le secrétariat à la jeunesse et on s'est déplacé un peu partout au Québec pour rencontrer des jeunes et moi j'étais en tant que sociologue du numérique, je suis allée à la rencontre des jeunes justement pour savoir comment ils utilisent leurs appareils pour un peu apprécier leur littératie numérique. Et puis donc je me suis rendu compte que finalement ils utilisaient beaucoup, c'était plus dans l'enquête que j'ai menée, ce qui est sorti c'est que 80% des jeunes utilisent leur appareils numériques, que ce soit ordinateur, tablette, etc., et puis cellulaire, pour le loisir, donc pour se divertir. Ça, c'est sorti très fort. À l'issue de cette enquête sur 1800 jeunes, j'ai noté qu'il y avait un clivage numérique genré, donc une différence d'utilisation entre les hommes, les garçons, et les filles. Et les filles utilisent beaucoup plus leur cellulaire et les garçons utilisent un peu plus du matériel d'équipement un peu plus sérieux, on va dire entre guillemets, qui est un ordinateur, etc., pour justement jouer aux jeux vidéo. Et ils socialisent beaucoup par les jeux vidéo. Donc c'était vraiment une distinction au niveau des habitudes et de la culture numérique des jeunes. Oui. Est-ce qu'ils sont très présents sur le web, comme sur Instagram ou sur différentes complètement, oui, tout à fait. Les filles comme les garçons Les filles comme les garçons d'une manière différente aussi. C'était là aussi, c'est dans le clivage numérique, donc dans l'étude que j'ai menée, et puis il y a des infographies donc dans le document qui est accessible. C'est ça, c'est vraiment les filles, on va avoir beaucoup plus tendance à être parce que pour moi c'est important de voir les compétences, comment ils développent leurs compétences et leur littératie numérique. Est-ce qu'ils développent d'ailleurs une littératie numérique? Alors ça c'est une autre question, mais ce qu'on se rend compte, c'est que les filles vont plus être présentes à communiquer, à prendre des photos, à partager des vidéos, etc. sur les réseaux sociaux, et ça posera d'autres problèmes par la suite. Que les garçons vont être beaucoup plus discrets, ils vont être plus dans des messages privés, moins dans le partage de vidéos ou de communication. Donc les filles, elles vraiment, elles font preuve d'une sorte de créativité numérique parce qu'elles aiment ça. Donc l'apprentissage chez les filles, c'est très important, l'aspect créatif, l'aspect design, etc. Oui. Professeur Bonenfant, pouvez-vous nous lister peut-être les principaux bénéfices et problèmes de des petits jeux gratuits dont on parlait pour les mobiles, surtout quand on parle des très jeunes enfants?
Les principaux problèmes, vous m'avez dit? Les bénéfices et problèmes. Je ne sais pas si vous voyez des bénéfices. En fait, pour bien comprendre comment ça fonctionne, les jeux mobiles, donc d'abord on va parler des jeux mobiles, mais les jeux mobiles sont basés sur un système de monétisation qui exploite les données personnelles, qui procède à de l'affichage publicitaire et qui mise sur la vente d'items en jeu ou les microtransactions. Et donc, ces trois modes-là de rentabilisation des jeux impliquent un temps de connexion le plus long possible et le plus fréquent possible. Et en fait, que ce soit les jeux mobiles gratuits et même les jeux payants, ce qu'on a pu voir, nous, dans nos études sur les jeux mobiles, il y a ce problème-là du modèle économique qui implique cet engagement-là de la part des jeunes envers le jeu vidéo. Et ça, même chez les tout-petits. Et donc, comment ça prend forme? C'est qu'en fait, pour garder connectés les jeunes, les enfants, le plus longtemps possible et les faire revenir, on va utiliser ce qu'on appelle des mécaniques persuasives, c'est-à-dire des mécaniques qui vont avoir un potentiel addictif par exemple, en leur donnant beaucoup de récompenses ou en jouant avec des mécaniques qui sont très similaires à des jeux de hasard et d'argent, voire même à vraiment du gambling. Et donc, on va utiliser tout ce genre de mécaniques-là pour jouer sur le système neuronal de la récompense et donc avec la sécrétion de dopamine. Et c'est à ce moment-là que ce type de jeu-là devient vraiment délétère pour les enfants, puisque on va pas essayer de favoriser leur développement, mais plutôt d'essayer de les garder connectés le plus longtemps possible. Et donc, malheureusement, les jeux mobiles, il y en a très peu qui sont de bons jeux, si on peut dire, et la très, très grande majorité sont à éviter. Donc ça, c'est vraiment le côté, disons, négatif des jeux vidéo, c'est les jeux sur plateforme mobile à cause du modèle économique. Oui, quand on parle de jeux mobiles, justement, on parle de quoi? Donnez des exemples peut-être pour... C'est les applications mobiles. Donc, à partir du moment où on télécharge un jeu à partir du Google Play Store ou de l'App Store, comme quel jeu? Oui, on installe l'application sur un appareil mobile, donc un cellulaire ou une tablette. Et là, en fait, le problème, c'est que ces deux supports-là ne sont pas dédiés aux jeux vidéo et donc on fait toutes sortes d'autres activités. Et à partir du moment où on installe l'application, il y a toutes sortes de compagnies tierces aussi qui s'installent sur l'appareil mobile et qui vont collecter énormément d'informations sur les utilisateurs et utilisatrices, y compris les enfants. Et donc, à partir de ces informations-là, ils peuvent procéder à du profilage pour mieux cibler la publicité qui est envoyée ou éventuellement les offres qui vont être faites dans les boutiques des jeux. Et donc, c'est vraiment un système qui est vraiment très négatif pour les enfants. Et c'est pour ça que nous, on encourage vraiment plus à utiliser des plateformes qui vont être dédiées. Donc, par exemple, des consoles où la seule chose que l'on peut faire, c'est vraiment jouer à des jeux vidéo. Donc, déjà, on a déjà une assurance que la collecte de données, elle n'est pas entièrement sur toutes les activités de la personne à partir de son cellulaire. Puis ensuite, il y a toutes sortes de moyens de reconnaître les bons jeux, entre autres en identifiant le modèle économique. Si j'achète un jeu qui est complet, qu'il n'y a pas de boutique, qu'il n'y a pas d'affichage publicitaire, il y a de fortes chances que ça soit déjà un meilleur jeu parce que la façon de monétiser le jeu, c'est vraiment par la vente du jeu. Oui. Donc, que l'enfant joue 10 minutes, 10 heures ou 100 heures, le développeur de jeu a fait le même montant d'argent. Donc là, ils n'ont pas à utiliser les mécaniques persuasives au potentiel addictif qui sont, elles, vraiment très mauvaises pour le développement de l'enfant. Oui, j'entends bien. On va faire un pas en arrière. La pandémie a donné l'élan à l'école en virtuel, puis mis beaucoup le numérique dans nos vies. Des milliers de jeunes Québécois sont passés en téléenseignement, l'équivalent du télétravail pour les adultes. Ça a mis en relief des inégalités en équipement, mais aussi en compétences, en compréhension de ce monde numérique. Et les jeunes, ils se disent souvent autodidactes en termes d'apprentissage numérique, mais il y a encore de nombreux clivages. Pas vrai, Madame Yagoubi? En effet, vous avez bien raison de soulever ce problème. C'est que, effectivement, il y a le mythe du digital native, donc oui. L'enfant né avec la technologie. Exactement, le natif du numérique. Puis là, c'est un concept qui a été développé par des chercheurs. Mais on s'est rendu compte que non, oui, on revient finalement à la consommation, effectivement, pour reprendre un peu ce que Maud a dit aussi, ils sont plus
consommer des jeux en ligne numériques, à consommer des médias, des réseaux sociaux numériques, mais ils n'ont pas, en termes de littératie numérique, autrement dit, de maîtrise des compétences technologiques et numériques, ne serait-ce que ouvrir un Word, faire des copies-coller. Ils n'ont pas, dans mon enquête, on s'est rendu compte qu'ils n'ont pas ces compétences qui sont pourtant basiques, qu'on pense être basiques. Donc c'est vraiment le mythe du natif du numérique. Oui, ils sont nés avec les technologies dans la main, et on le voit avec les jeunes enfants. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, ou dans une recherche j'avais lu, que finalement la meilleure babysitter de son enfant, et à moindre coût, c'était la tablette numérique. Hein. Donc quand les mamans sont occupées, problème de conciliation pour la famille, etc., on met la tablette entre les mains des jeunes. Des très jeunes, hein, j'ai vu des très jeunes avec des tablettes numériques, et puis effectivement ça les captive, hein, il y a toute une fascination par le numérique, mais c'est pas pour autant qu'ils développent. Puis la fracture numérique, le problème c'est en fait, dans mon étude et dans mes recherches depuis quelques années, c'est qu'il y a une fracture numérique au premier degré, puis il y a une fracture numérique au second degré. Moi, celle qui m'a intéressée, c'était celle du second degré, donc c'était sur les compétences, comment on développe la littératie numérique, comment on développe les compétences numériques. Donc, alors que la fracture numérique au premier degré, c'est plus l'inégalité en fonction des appareils numériques, la connexion et tout. Donc c'est un peu le problème des inégalités sociales, où les gens n'ont pas accès parce qu'ils n'ont pas d'équipement, parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, etc. Oui, donc on n'est pas tous dans le même bateau finalement. C'est ça, c'est ça. Donc c'est vraiment une double fracture numérique. Effectivement, il y a des personnes aussi. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui habitent dans des régions éloignées et où il n'y a pas encore, au niveau de l'infrastructure, il n'y a pas encore la connexion Internet. Donc il y a aussi cet aspect d'être isolé, parce que c'est un grand territoire quand même, le Canada. Et puis pour la fracture numérique au deuxième degré, c'est que il y a beaucoup vraiment il y a une grande différence au niveau aussi on a réalisé que c'est au niveau aussi de l'inégalité aussi. Il y a une inégalité dans le sens aussi, par exemple, ne serait-ce que pour les jeunes filles, parce que je me suis beaucoup intéressée aux inégalités numériques genrées, puis à la fracture numérique genrée. Donc c'est vraiment que le fait qu'elles viennent par exemple de milieux sociaux, familiaux, scientifiques, vont faire qu'elles vont développer plus facilement des compétences technologiques ou numériques. Si le papa ou si la mère ou si l'oncle a une formation par exemple d'ingénieur ou scientifique, et elles sont très influençables aussi. Par exemple, on vise à les 30% dans les écoles comme l'ETS, Polytechnique, dans les écoles technologiques, pour les formations d'ingénieurs dans les domaines technologiques et numériques. On est loin, on est encore à 10%, je pense à peu près de filles dans cette classe. Mais le problème, c'est qu'elles sont très influencées par leurs réseaux sociaux, c'est-à-dire par leurs copines. Si les copines veulent aller faire, par exemple, des études d'infirmière, c'est très bien, elles vont suivre les copines. Donc, il y a aussi cette influence du milieu social, mais du milieu aussi familial. Oui, tout à fait. Professeur Bonenfant, vous avez parlé un petit peu de dépendance tout à l'heure. J'aimerais savoir, c'est quoi la gamblification ? Vous avez développé un site web justement pour exposer en mots et en images ce qu'est la gamblification. Expliquez-nous. Oui, la gamblification vient de gambling en anglais, donc malheureusement en français on ne trouve pas encore de bonne traduction. Ça serait jeu d'argent et hasard et argent risé, ce qui se dit plutôt mal. Mais donc c'est le fait que des stratégies propres aux jeux de hasard et d'argent, donc propres au gambling, sont en train d'être utilisées dans des contextes extérieurs au gambling, et donc par exemple dans des jeux vidéo ou même il y a une certaine présence aussi dans les médias sociaux numériques, entre autres dans les publicités, mais aussi avec les influenceurs, où là, on va commencer à faire la promotion des jeux de hasard et d'argent, exactement comme on ouvre du maquillage, là, le fameux unboxing, on fait la même chose avec des coffres à butin, par exemple, présents dans les jeux vidéo, mais ça peut être aussi des roues de fortune, des roulettes russes, des casinos en ligne. Et donc, il y a vraiment une valorisation du gambling auprès des jeunes, et tout un système, tout un écosystème là, numérique qui fait cette promotion-là et qui
passe sous le radar, je dirais, des autorités parce que ça ne correspond pas directement à la définition des jeux de hasard et d'argent. Donc, souvent, il va y avoir toutes sortes de stratégies qui vont être utilisées, ce qu'on essaye d'étudier, sauf que ce qu'on essaye aussi de démontrer, entre autres avec d'autres équipes de recherche à l'international, c'est l'effet longitudinal. C'est-à-dire que quand on fait, par exemple, des stratégies de gambling simulé, ben éventuellement, ça mène à du vrai gambling. Et donc, quand les jeunes de 13, 14, 15 ans s'habituent à voir ce genre de mécanique-là, le banalisent et même que leurs influenceurs préférés en fait la promotion, puis que c'est de l'argent facile et tout, ben c'est sûr que le risque à 18 ans ou même avant qui pratiquent le gambling est très grand. Et c'est vraiment très dramatique parce que les études le démontrent que si on est exposé à des jeux de hasard et d'argent en âge mineur, les risques sont démultipliés de développer une dépendance à l'âge adulte, entre autres parce que le cerveau est en train de se développer. Il fait des connexions à ce moment-là, entre autres en lien avec la mémoire. Et donc, c'est vraiment, pour moi, très, très dramatique qu'est-ce qui se passe en ce moment, cette banalisation-là de la gamblification des produits numériques qui sont adressés aux enfants et aux adolescents. Oui. Madame Yagoubi, vous intéressez à la fracture numérique, mais vous intéressez aussi à la cyber-intimidation. De nombreux jeunes rapportent des mauvaises expériences sur les réseaux sociaux numériques avec des jeux mobiles. Est-ce que les jeux mobiles, qui sont la première expérience des jeunes, peuvent ouvrir cette porte-là, cette cyber-violence ou cette cyber-intimidation? Oui, en effet, merci de le rappeler parce que c'est vraiment le cas. En fait, c'est une extension. Moi, c'est vraiment les transformations de la société numérique qui m'intéressent. Effectivement, dans les théories classiques de sociologie, on parle beaucoup d'inégalités sociales. Donc, les inégalités numériques sont des fois des extensions aussi de ces inégalités sociales. Et puis, aussi bien qu'on a de l'intimidation et du harcèlement, par exemple dans les écoles, on en a aussi, mais de manière exponentielle dans le numérique. Et le numérique, en fait, que ce soit le téléphone cellulaire ou surtout le téléphone cellulaire chez les jeunes, qui est l'appareil préféré, c'est une extension d'eux-mêmes. Donc c'est vraiment comme une extension d'eux-mêmes. Et il y a aussi le fait que les jeunes, on assiste de plus en plus à la transformation du temps libre des jeunes en temps d'écran. Donc ils sont très exposés, ils sont surexposés aux écrans. Ce qui touche un peu à des problèmes, d'ailleurs visés par les objectifs du développement durable, de bien-être, de santé mentale, etc., d'éducation. Et donc, il y a une dépendance, d'ailleurs même dans le DSM, en psychologie, maintenant, la cyberaddiction, c'est reconnu. C'est reconnu, oui. Donc, quand on parle de cyberviolence et de cyber-intimidation, on parle de quoi? Ça prend quelle forme? Ça peut prendre différentes formes. Il y a vraiment différentes formes. Ça peut être le cybersexisme, le vidéo. Alors, dans ma récente votre étude, rapport de février dernier, il y a 18 formes recensées, mais c'est pas les seules. J'ai arrêté à un moment donné. Il y en a de nouvelles qui apparaissent. Donc, les plus populaires. C'est ça, le cybersexisme, le vidéolâchage, la pornodivulgation, le sextage ou sexting, les technologies d'hyper-trucage qu'on appelle aussi, ou deepfake, qui donc qui est un phénomène qui a été augmenté avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et qui augmente tout ce qui est désinformation. On le voit avec les politiques actuellement, dans les réseaux sociaux, ça circule énormément. C'est-à-dire qu'une vidéo où on voit, par exemple, on va dire Emmanuel Macron, le président de France, qui chante une chanson en indien ou autre. Donc c'est des reproductions audiovisuelles ultra réalistes et puis souvent, elles sont utilisées à l'insu de généralement de beaucoup de plus. On vise beaucoup plus les filles. Et donc on sexualise la vidéo et donc ça peut circuler dans les médias, ça peut circuler dans les WhatsApp. Et en fait, il y a beaucoup de réseaux sociaux qu'on ne connaît pas. J'avais interviewé une policière, une femme qui travaille dans la police et puis qui s'occupe de cybercriminalité et qui m'a dit que lors d'une enquête, les parents pensaient que l'enfant qui avait 7-8 ans n'était pas sur les réseaux sociaux. Et puis dans l'enquête, ils ont découvert qu'il était sur 7 ou 8 plateformes de réseaux sociaux numériques. Donc imaginez un peu ce que ça peut occasionner comme risque numérique et vulnérabilité numérique parce que les jeunes ne savent pas comment se défendre. Et puis là, on est en train justement de développer un référentiel pour
de compétences pour lutter contre la cyberintimidation. D'ailleurs, Maud aussi connaît ce projet. On va parler des solutions. Justement, on va parler avec professeur Bonenfant. Vous avez présenté un mémoire à la commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes. Ça, c'était le 24 septembre dernier à l'Assemblée nationale. Expliquez-nous quel était le contexte et parlez-nous peut-être des recommandations. Ben, le contexte, c'est vraiment le gouvernement qui prend acte du fait qu'il y a un problème présentement. Il y a très peu de lois ou d'encadrement qui vient réguler le monde numérique, particulièrement auprès des jeunes. Et ultimement, ça passe par une action étatique, par exemple par une législation. Et donc, le gouvernement, par cette commission-là transpartisane, a invité divers acteurs, actrices de la société pour venir réfléchir ensemble sur des moyens qu'on pourrait mettre en place pour protéger les enfants et les jeunes là, des effets négatifs du numérique. Donc, disons, de mes recommandations fortes est, par exemple, d'élargir la définition des jeux de hasard et d'argent pour qu'on puisse agir là, sur le phénomène là, de gamblification des produits numériques pour les jeunes, mais également de mettre de l'avant par exemple, une régie du jeu vidéo et pourquoi pas des produits numériques en général pour inclure les médias sociaux numériques, exactement à l'image de la régie du cinéma. Oui. Donc, présentement, l'industrie du jeu vidéo, par exemple, c'est elle-même qui détermine les catégorisations des jeux. C'est chaque entreprise qui détermine la cote qu'il va apposer sur les jeux et donc c'est entièrement autorégulé. Et nous, on a montré à quel point c'était extrêmement problématique présentement la catégorisation des jeux et les parents ne peuvent pas se fier à cette catégorisation-là. Et ça envoie de mauvais messages comme si certains jeux étaient sécuritaires, y compris pour les jeunes enfants, alors que nous, on a vu vraiment des gros problèmes dans certains jeux qui ont l'air vraiment... inoffensifs. Qui ont un aspect, oui, très inoffensif. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, en établissant une régie du jeu vidéo qui serait indépendante, dont la catégorisation, par exemple, déterminerait les apports positifs des jeux, comment on pourrait les classer, ça viendrait aussi mettre en lumière les bons jeux. Oui. Parce que là, on parle beaucoup des mauvais jeux ou des effets négatifs des médias sociaux numériques, mais il y a beaucoup de bons côtés à ces jeux-là. Donc, si j'y vais juste quelques éléments, sur le plan du développement cognitif, les enfants peuvent développer le sens de l'observation, la résolution de problèmes avec la déduction, le fait de prendre plusieurs étapes pour arriver à une solution, par exemple. Il va y avoir le développement tout de l'imaginaire aussi, avec des univers fictionnels, même l'introduction à des nouvelles esthétiques. Il y a des jeux vidéo qui sont magnifiques, là, c'est des vraies œuvres d'art, donc amener l'enfant à découvrir d'autres formes esthétiques. Bien sûr, les connaissances qui peuvent être nombreuses. Renforcer les apprentissages. Bon, les mathématiques, évidemment, il faut compter souvent dans les jeux, mais aussi la lecture. Quand l'enfant arrive à 6, 7, 8 ans et commence à lire, il y a des jeux qui vont mettre des petites affichettes et là, l'enfant doit se forcer pour lire. Et un élément aussi qu'on soulève rarement et pour moi me semble essentiel, c'est le développement émotionnel. Et donc, dans le principe principal des jeux vidéo, c'est l'échec. Il n'y a pas de règles qu'on lit avant de rentrer dans un jeu. On rentre, puis on échoue et on apprend comme ça les règles. Alors, si l'enfant, surtout les jeunes enfants qui détestent perdre ou qui ne sont pas encore habitués, se fâchent et tout, le jeu est fini. Alors, ils doivent apprendre l'échec. Ils doivent apprendre que c'est par l'échec qu'on apprend à mieux contrôler, par exemple, le jeu, mais aussi dans sa vie, et donc à gérer ses émotions, sa colère et tout ça. Oui. Et bien sûr, quand on vieillit, c'est toutes les habiletés sociales, la communication, l'organisation, le leadership, même la diplomatie. Et nous, ce qu'on a vu, c'est que dans une recherche qu'on a faite sur le soutien social, les communautés de joueurs et joueuses, par exemple, à partir de 13, 14, 15 ans, sont vraiment un réseau, comme un filet social qui est là, qui est présent pour être à l'écoute de certaines personnes qui sont en détresse ou qui en ont besoin. Et il faut aussi mettre de l'avant qu'il y a des personnes pour qui socialement c'est plus complexe
complexe de venir communiquer ou d'établir des liens. Donc, nous, on a travaillé, par exemple, avec des enfants qui vivent avec un handicap, avec une neurodivergence, qui sont isolés, les minorités genrées, ethniques, vont trouver là des réseaux sociaux extrêmement importants pour leur développement. Et donc là, peut avoir vraiment un rôle positif à jouer, y compris dans les médias sociaux numériques, où on a vu aussi ces aspects très bénéfiques. Oui, Mais là où... On va terminer en mode solution. On va rester sur cette note positive. Madame Yagoubi, comment justement on outille peut-être les enfants renforcer l'esprit critique et la compréhension de ce monde-là numérique et de ces jeux-là qui peuvent être présentés quand même de bons aspects? Mais c'est vraiment les éducants, c'est l'éducation, mais c'est aussi, en fait, il y a plusieurs approches des plans d'action politiques, gouvernementaux de différents pays. L'Australie a été beaucoup plus catégorique en adoptant en novembre 2024 une interdiction à l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Donc, imaginez ça, c'est un peu catégorique. Mais aussi, on peut aussi éduquer les jeunes à utiliser, à avoir d'abord... Il faut réguler ça de manière au niveau des lois, mais aussi les éduquer à, par exemple, faire attention quand ils sont sur les réseaux sociaux, des bons bien réflexes. Utiliser leur image, avoir de bons réflexes. Une éducation, par exemple, en France, on a établi ça dans les écoles, c'est une éducation transversale aux médias et à l'information, l'EMI, donc il initie les élèves à plusieurs notions, comme qu'est-ce que c'est la citoyenneté numérique, l'identité, la trace numérique, c'est quoi protéger ses données personnelles. Donc pour avoir comme une pratique responsable quand on est dans le monde numérique, ça peut être comme le monde extérieur, le monde de la réalité, c'est ça qu'il faut apprendre. En fait, c'est une approche multiscalaire. En fait, il faut aussi bien éduquer les parents que les enseignants et que les jeunes, parce qu'il y a des enseignants qui... Il faut se le dire, des enseignants, c'est pas leur domaine, le numérique n'est pas leur domaine et ils ont besoin d'appui, de formation. Une approche multiscalaire, ça veut dire que le gouvernement aussi établit un plan d'action ou des lois pour protéger les jeunes face au numérique et surtout avec le développement de l'intelligence artificielle. Là, on le voit avec ChatGPT de plus en plus, les jeunes vont sur ce type d'outils. Donc ça ouvre à d'autres problématiques. Mais c'est vrai que l'univers numérique peut être extraordinaire s'il est bien cadré. Entendu. Donc vous avez entendu, on était en compagnie d'Amina Yagoubi, qui est chercheuse en sociologie chez Acquis Conseil, chargée d'encadrement à la TELUC. Et on était en compagnie de Maude Bonenfant, titulaire de la chaire de recherche du Canada en jeux, technologie et société de l'UQAM, qui a écrit d'ailleurs un livre. Oui, sur les jeux vidéo pour enfants, donc mieux comprendre pour bien les choisir, qui est publié aux presses de l'Université du Québec, donc au PUC, et c'est vraiment là dans la même lignée d'informer les parents, de les outiller pour éventuellement donner ces informations-là à leurs propres enfants pour faire des bons choix, de bons jeux vidéo et de tirer le meilleur de ces univers numériques. Tout à fait. Entendu. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robertcher et à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Vous pouvez aussi suivre la page de Je vote pour la science sur le site Science Presse. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens.